Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Esther Finidori, vice-présidente de Schneider Electric France, chargée de la stratégie. Schneider Electric, numéro 1 mondial des équipements électriques basse et moyenne tension, spécialiste mondial en gestion de l'énergie. Bonjour Esther Finidori. Dans vos mots, présentez-nous votre entreprise. Alors, Schneider Electric, on est actif dans deux grands domaines technologiques. D'un côté, les architectures électriques et de l'autre côté, les automatismes et la supervision des process industriels. Ouais. Notre métier, c'est d'amener les équipements et les couches de logiciels de supervision pour opérer les infrastructures. Les équipements, c'est vraiment ce qu'on a dans un tableau électrique dans un appartement, une maison, c'est Exactement. Ça ? D'accord. Alors, vous êtes très engagé dans la décarbonation. Qu'est-ce que ça vous fait de voir, selon la Banque de France, le retard des entreprises industrielles françaises? 60% d'entre elles n'ont toujours pas de stratégie pour décarboner, donc c'est quitter la dépendance aux hydrocarbures. Alors, il y a évidemment urgence à agir. Nous, je peux vous dire ce qu'on constate auprès de nos clients, dans les écosystèmes où on évolue. C'est quand même une accélération de la prise de conscience. Depuis combien de temps ? Je pense que le Covid en premier, puis ensuite la guerre en Ukraine y participe. Et pourquoi ? Je pense que pendant longtemps, ces enjeux ont été vus comme des enjeux de moyen et long terme. 2040, 2050. Or, les crises qu'on vit aujourd'hui nous expliquent, nous montrent que non seulement il faut préparer le long terme et aligner ses objectifs avec des trajectoires en ligne avec la science, mais qu'il faut aussi être plus résilient tout de suite pour rester compétitif et puis pour commencer à s'adapter aux impacts du changement climatique. Donc ça, c'est vos points de vue. Alors, comment expliquer que 60% des entreprises industrielles n'ont pas ce point de vue ? Je pense que le chiffre évolue rapidement dans le bon sens. Ensuite, il ne faut pas sous-estimer la difficulté de le faire, je dirais, pour de vrai, profondément et sincèrement. C'est-à-dire que les sujets climatiques, ce qui nécessite, c'est qu'on les intègre au cœur de la stratégie et de la vision business de l'entreprise. Il faut décarboner ses activités, mais bien au-delà de ça, très profondément repenser toute sa chaîne de valeur et le rôle qu'on doit jouer et la valeur qu'on doit apporter aux clients dans un monde qui va changer très drastiquement et très rapidement. Vous craignez le greenwashing ? Pas le greenwashing. En affichage d'environnement ? En tout cas, créer une stratégie climatique robuste, profonde, qui permet à une entreprise de transformer ses activités et de se préparer pour ces changements qui vont advenir dans l'écosystème économique, c'est beaucoup de travail. Et oui, ça prend du temps pour une entreprise de se les approprier pleinement, je pense. Nous, chez Schneider, on a la chance d'avoir commencé dès 2004. Donc, on a une longue histoire d'appropriation et d'accélération de notre trajectoire et notre stratégie climatique. Et je pense que certaines entreprises, aujourd'hui, commencent peut-être un peu plus tard, mais vont très vite. On va revenir sur Schneider, mais vous admettez qu'il y a une volonté. Donc, qu'est-ce qui bloque ? Est-ce que c'est les investissements ? Est-ce que ça coûte cher ? Alors, ça va coûter de l'argent. Et je pense que dans le débat récent public, on commence à en parler, à le saisir du doigt et à parler des modèles de financement qui vont émerger. Au-delà de cette question d'investissement, il y a une deuxième difficulté qui est plutôt la notion de coût d'opportunité. Tout ce que je fais aujourd'hui pour alimenter ma trajectoire climat... Parce que ça me rapporte tout de suite. C'est de l'argent en moins, sans même parler de ROI, c'est un peu différent. C'est de l'argent en moins que je n'ai pas pour créer une nouvelle ligne industrielle, pour porter un autre investissement qui, lui aussi, est important pour mon business. Donc, il y a à la fois la question de l'investissement et cette trajectoire de décarbonation collective va demander des mutations profondes des infrastructures, va nécessiter des investissements. Et il y a aussi arriver à clarifier le cadre d'action et notamment les différentes échéances qui peuvent s'appliquer d'un point de vue réglementaire pour que les entreprises puissent anticiper et qu'au moment où cet investissement est réalisé, ce ne soit pas vu comme étant un arbitrage ou un coût d'opportunité par rapport à un autre projet de développement pour avoir l'entreprise. Et c'est là, à mon avis, les deux leviers qu'il faut qu'on arrive à activer. Là, on parle essentiellement des entreprises industrielles, donc plutôt des grosses entreprises. Il y a un autre sondage qui paraît assez régulièrement, c'est celui de BPI, donc la Banque publique d'investissement, via le BPI Lab, qui montre que c'est trop complexe pour les petites entreprises, les ETI, les PME, etc., qu'il y a trop d'incertitudes sur la rentabilité de ces investissements. Vous êtes d'accord ou pas ?
Alors écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui sont très rentables. Je le mentionnais. Simplement, vous dites. Voilà, nous, ça fait un certain temps, presque 20 ans maintenant qu'on a engagé cette trajectoire de décarbonation. Et jusqu'à présent, on a mené beaucoup d'actions depuis presque 20 ans et on trouve une vraie rentabilité, un vrai ROI, un retour sur investissement à ces actions. Donc je pense que oui, sur du moyen terme, il y a des investissements conséquents qui vont devoir être réalisés, qui ne portent pas tous un ROI. Je pense que sur beaucoup d'actions qui peuvent être initiées dès maintenant, les technologies existent, sont éprouvées et la rentabilité est très bonne. Donc non, pour moi, ce n'est pas un frein. En tout cas, nous, dans nos relations quotidiennes qu'on a avec nos clients, ce n'est pas un frein qu'on observe qui bloque, qui freine l'action. Donc vous avez montré l'exemple. En chiffres, ça donne quoi depuis 2004, vous disiez ? Alors 2004, c'est les prémices ou c'est le début. En 2004, ce qui s'est passé, c'est qu'on a intégré les enjeux climatiques au cœur de notre stratégie business. Donc, je vous parlais de transformation profonde d'une stratégie d'entreprise, c'est à ça que je faisais référence. On a dit, nous, Schneider Electric, notre mission, notre raison d'être, ça va être de servir l'électrification et la décarbonation de nos clients en 2004. À partir du moment où ça devient votre raison d'être, ce que vous voulez porter en termes de solutions sur votre marché, évidemment, vous engagez aussi votre propre transformation. C'est un cercle vertueux qui alimente votre R&D, c'est une question de crédibilité, tout simplement, vis-à-vis de vos clients. Donc, on a fait un long chemin, et donc ça fait maintenant depuis presque 20 ans qu'on fait des actions d'efficacité énergétique, qu'on source de l'électricité renouvelable, par exemple, dans nos sites, 36% pour décarboner. de baisse de consommation entre 2009 et 2021. Tout à fait. Par exemple, ça, c'est un de nos programmes phares. On se donne des objectifs réguliers d'efficacité énergétique dans nos sites. 15% sur les 3 prochaines années. 15% là, d'ici à 2025, non, en cumulé, sur cette période. Et ce qu'on voit, c'est que c'est la 5e fois qu'on a ce programme d'efficacité énergétique. Et on continue à avoir des gisements d'économie et à livrer l'efficacité. Ça étaye ce propos de oui, il y a plein d'actions qui peuvent être réalisées. Vous l'avez très bien dit, on a réussi à faire moins 36% depuis 2009. Et on s'est fixé 15% d'objectifs supplémentaires. Donc, on continue à améliorer l'efficacité énergétique de nos sites. Avec vos technos ? Avec nos technologies et d'autres. On ne prend pas l'ensemble des technologies. Évidemment, toutes les technologies de mesure, de pilotage des consommations qui permettent d'ajuster aux justes besoins les besoins en énergie pour faire fonctionner une usine, faire fonctionner un bâtiment tertiaire. Et puis, d'autres technologies. Par exemple, l'électrification est un levier très important dans notre stratégie de décarbonation. Donc, on va très pragmatiquement, supprimer nos chaudières gaz, installer des pompes à chaleur. Nous, on fournit l'architecture électrique qui vient alimenter cette pompe à chaleur en énergie. Puis la pompe à chaleur, on l'achète à d'autres industriels. Tout ça en autofinancement ou est-ce qu'il y a des aides d'État pour vous, les entreprises ? Alors, il y a des subventions qui existent. Aujourd'hui, alors je vais rejoindre un des points que vous avez porté précédemment. C'est vrai que souvent, ces subventions sont designées pour des très gros projets. Alors, quand on fait une généralité, forcément, il y aura des contre-exemples. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'aide publique, elle est quand même centrée sur des très, très gros projets. Et il y a moins de subventions accessibles pour des petites actions de décarbonation. Nous, on a des sites industriels qui ne sont pas énergie-intensifs. On va aller concevoir et assembler des technologies. Et l'enveloppe moyenne d'un investissement n'est pas tellement élevée. Et c'est vrai que pour ces actions-là, on a tendance à être en autofinancement. Et pour ces petites technologies-là... elles existent, elles sont accessibles pour les entreprises, ce n'est pas des investissements faramineux. Elles existent, elles sont tout à fait accessibles. Par exemple, un exemple que je peux vous donner, un système de pilotage de l'énergie sur un site industriel qui permet d'avoir un retour sur investissement de peut-être 2-3 ans, voire moins en ce moment avec les prix d'énergie. Donc on est sur des retours sur investissement très intéressants. L'enveloppe d'investissement, alors c'est difficile, ça dépend de la taille de l'usine, mais c'est entre, disons, 20 000 et 100 000 euros en fonction de la consommation énergétique du site. C'est des choses qu'une entreprise aujourd'hui peut tout à fait passer dans son enveloppe d'investissement annuel sans difficulté. Alors on va revenir à votre croissance. Vous avez annoncer des chiffres à la presse. Vous voyez une croissance entre 7 et 10% entre 2023 et 2027, mais certains analystes trouvent que c'est assez gonflé, qu'ils pensent plutôt à du 5 ou 7%. Qu'est-ce qui vous fait être aussi optimiste que ça ? Alors, on pense que les sous-jacents de notre métier sont extrêmement porteurs, notamment l'électrification. Si on veut décarboner massivement le monde, il faut sortir des énergies fossiles.
Pour ça, il faut passer sur un autre vecteur énergétique qui est l'électricité. Et puis après, évidemment, il faut que cette électricité soit produite à partir de moyens décarbonés. Ce sous-jacent d'électrification, il est extrêmement porteur pour notre métier, pour nos activités. Il y en a un deuxième qui est aussi la digitalisation, la numérisation de tout et qui est associé de manière très intime à l'électrification, puisque si on veut pouvoir piloter demain ces futurs systèmes électriques, il faudra des capacités de pilotage et de mesure bien plus avancées que ce qu'on avait avant. Donc avec ces deux grandes tendances, l'électrification et la digitalisation, nous on pense qu'on a devant nous de belles années et que nos technologies vont être à condition qu'on ne reste pas à 60% d'entreprises industrielles qui n'ont pas fait ce passage vers la décarbonation. Alors évidemment, il faut... C'est là qu'on revient au premier chiffre. Il faut une mobilisation de tous. Je pense qu'on la voit se matérialiser sous nos yeux. Par contre, c'est évident qu'il y a urgence à agir et que globalement, nous tous, y compris Schneider, qui a depuis maintenant presque 20 ans beaucoup agi dans ses propres sites et sur ses chaînes de valeur, il faut qu'on accélère l'action. Ça, c'est une évidence. Présent dans le monde entier ? Tout à fait. Avec des relais de croissance dans certains continents. Enfin, vous voyez des relais différents, je ne sais pas moi, en Asie, en Afrique. Oui, alors je dirais que les sous-jacents sur l'électrification et la digitalisation, ils sont vraiment partagés par tous les continents. L'action, elle a lieu partout. Par exemple, dans certains pays d'Asie, aujourd'hui, l'accélération est extrêmement forte sur l'électrification et la production d'électricité renouvelable. On a en Europe, évidemment, beaucoup d'attention sur les enjeux d'efficacité énergétique. Donc, peut y avoir des différences, mais l'ensemble des géographies sont vraiment Dernière question, l'Afrique mobilisées. Aussi. L'Afrique aussi, dernière question. L'Afrique aussi, évidemment. Alors par contre, ce qui est une évidence, c'est que dans les pays en développement, on n'aura pas les mêmes trajectoires que dans les pays les plus matures. La chance, mais évidemment je mesure mes mots, sur des pays en développement, c'est qu'aujourd'hui, on crée une infrastructure qui peut être zéro carbone depuis l'origine et dans le design. Alors que l'enjeu massif sur les pays plus développés, ça va être la rénovation des infrastructures existantes. Donc ce sera des trajectoires très différentes, mais on voit beaucoup d'actions des deux côtés. Merci beaucoup Esther Finidori pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.